Bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons écouter la conférence de notre collègue François Vernet, qui est donc professeur des universités ici donc à l'université, et il travaille au laboratoire Promesse. Donc il a fait, je vais dire, deux, trois choses sur son parcours. Il a fait son habilitation en 2015 avec un titre qui est le suivant: Interaction lumière-matière, diffusion des photons sur des systèmes fermioniques. Et il a un doctorat, je le regarde comme ça, parce qu'on a partagé la Suisse dans notre formation. Donc il a fait son doctorat à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Voilà. Donc il est professeur ici depuis 2017. Il a, comme je viens de dire, donc il est à Promesse, mais avant, donc entre 2009 et 2011, il a été au laboratoire LAMS. Voilà. Euh, et aujourd'hui, donc il est physicien, et aujourd'hui il va nous parler, il va nous faire une conférence intitulée De matériaux aux nanotechnologies, qu'est-ce que la physique des solides? Et comme un bon scientifique qu'il est, il nous a ramené quelque chose pour qu'on puisse voir et toucher ce que la physique nous apprend sur les différents matériaux. Donc en fait, ce qu'il souhaite, c'est montrer que la physique des solides a développé des notions importantes et des notions qui sont complémentaires à l'approche réductionniste, telle que la complexité qui va au-delà de la physique et bien entendu des sciences qu'on appelle dures. Donc c'est avec beaucoup de plaisir qu'on va t'écouter et qu'on aura aussi le plaisir de te poser des questions par la suite. Merci. Merci. Euh, des matériaux nanotechnologiques, qu'est-ce que la physique des solides? Je suis enseignant-chercheur au laboratoire Promesse, et le laboratoire Promesse, alors il faudrait que je puisse placer les diapos, ce serait quand même bien. Voilà, le laboratoire Promesse, c'est procédés matériaux et énergie solaire. C'est réparti sur 3 sites. Un site qui est à Odeillo au Grand Four Solaire, un site à côté qui est la centrale de Targasson, et puis un site à Perpignan, celui dans lequel je passe le plus clair de mon temps. Et l'objectif du laboratoire, c'est de regarder la conversion d'énergie solaire, notamment sous forte concentration. Et pour ce faire, eh bien, il y a 3 thématiques de recherche au laboratoire qui sont développées. La thématique centrale solaire de prochaine génération, où l'objectif, ça va être de développer des études pour étudier les centrales solaires de prochaine génération. Il y a, une fois qu'on a des centrales solaires thermiques, par exemple, l'idée, ce serait de stocker de la chaleur pour pouvoir avoir une production sur les centrales qui soit un peu plus lissée et qui ne soit pas seulement intermittente liée aux ressources solaires. Donc il y a une thématique qui s'occupe de ça, entre autres, qui s'appelle stockage et chimie solaire. Et puis enfin, il y a une 3e thématique qui s'appelle matériaux pour l'énergie et l'espace, et parce qu'il faut bien des matériaux pour créer ces centrales solaires, pour stocker l'énergie, etc. Et c'est de cette thématique dont je vais plus précisément parler aujourd'hui. Alors, quand on dit matériaux, science des matériaux, eh bien, c'est une science qui est à la confluence de plusieurs domaines, notamment la chimie, l'ingénierie et la physique. Et pour ce qui me concerne, je vais parler un peu plus de physique aujourd'hui. Alors, la physique, ben, les physiciens sont des gens très modestes, donc l'objectif de la physique, c'est d'étudier et d'expliquer la nature à toutes les échelles et à toutes les dimensions de temps et d'espace. Donc c'est un objectif qui est assez ambitieux, puisqu'on doit aller de la physique des particules les plus fines jusqu'à l'univers, à la taille de l'univers, et puis on doit aller aussi du temps le plus court au temps les plus longs, la durée de vie de l'univers. Et la physique des solides, bah, c'est inclus dans ce grand domaine vaste qu'est la physique.
Alors, si on parle de physique d'un point de vue médiatique, ben, par exemple, il y a des gens qui sont très médiatiques. Connaissez-vous le nom de cette personne? Ben, la plupart des gens, j'imagine, connaissent le nom de cette personne. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé en physique des hautes énergies et en gravitation, par exemple. Et c'est Stephen Hawking. Et lui, il est issu d'une grande lignée de physiciens qui ont une approche dite réductionniste des choses. Et cette approche réductionniste des choses, elle vise à unifier toutes les interactions qu'on peut avoir dans le monde pour pouvoir simplifier la vision et puis avoir des explications un peu plus rationnelles de ce qui se passe. Historiquement, si on regarde un peu, on va dire qu'on est au XVIIe siècle à peu près, et au XVIIe siècle, il y a trois choses qui sont bien identifiées, c'est la gravitation, l'électricité et le magnétisme. Et puis on peut mettre des personnes associées à ça. Alors par exemple la gravitation, c'est clair, c'est Newton. L'électricité, il y a beaucoup plus de monde. Là j'ai choisi Franklin, Benjamin Franklin. Et puis le magnétisme, j'ai choisi Descartes, mais il y a aussi beaucoup plus de monde. On peut mettre beaucoup plus de monde. Si on avance dans le temps, eh bien il se trouve que dans le 19e siècle, il y a une personne célèbre, c'est James Clerk Maxwell, qui, lui, a commencé à pouvoir unifier ces interactions que sont l'électricité et le magnétisme. Il a montré que c'était finalement l'avers et le revers de la même médaille, et ça s'appelle l'interaction électromagnétique. Et puis, du côté de la gravitation, mais il ne s'est pas passé grand-chose jusqu'à 1915, et en 1915, Einstein a fait sa théorie de la relativité générale, et donc on a une nouvelle expression de la gravitation, mais le problème c'est que ça ne rejoint pas, on n'arrive pas à unifier les deux, c'est-à-dire on a l'interaction électromagnétique et on a la gravitation, ce sont deux choses séparées, on ne sait pas les unifier. Alors, il se trouve qu'au XXe siècle, il y a eu, au début du XXe siècle, l'avènement de la mécanique quantique et puis de la physique atomique et subatomique. Et notamment dans les années 30, il y a un physicien italien, Enrico Fermi, qui, lui, a montré ce qu'était l'interaction faible. L'interaction faible, c'est l'interaction qui est responsable de la cohésion des noyaux atomiques. Donc c'est une autre forme d'interaction que les deux précédentes. Et puis, il y a... non, c'est pas... j'ai dit une bêtise. L'interaction faible, c'est l'interaction qui est responsable de la radioactivité bêta. Et donc du changement de nature de certains points. Et puis l'interaction forte, c'est elle qui est responsable de la cohésion des noyaux. Alors ça, ce sont deux interactions à courte portée, parce qu'elles sont justement au sein du noyau atomique. Les deux autres interactions, électromagnétiques et gravitationnelles, sont à longue portée. Et à ce point-là, eh bien, on a 1, 2, 3, 4 interactions fondamentales, et c'est tout ce qu'on connaît. Voilà. Il n'y en a que 4, vous en avez 4, il n'y en a pas de cinquième. En tous les cas, on en cherche, on n'en trouve pas. Et ben, c'est pas la fin de l'histoire, parce que l'interaction forte, il y a des gens qui ont pu, grâce à un formalisme quantique, expliquer, avoir une certaine phénoménologie et des calculs, et c'est la chromodynamique quantique qui a donné lieu au prix Nobel de Tomonaga, Schwinger et Feynman. Du côté des interactions électromagnétiques faibles et de l'interaction électromagnétique et de l'interaction faible, il y a une unification qui s'est faite juste après-guerre, qui a donné lieu à ce qu'on a appelé l'interaction électro-faible, et ça a donné lieu au prix Nobel de Glashow, Salam et Weinberg. Et pour ceux qui regardent The Big Bang Theory, ben, Sheldon, l'un des personnages, doit son prénom à ce monsieur-là. Maintenant, si on regarde la chromodynamique quantique, l'interaction électro-faible avec un développement ici qui s'est fait, qui s'appelle la gravitation quantique,
on a ce qui s'appelle le modèle standard de physique des particules. Et le modèle standard de physique des particules, c'est à peu près où on est maintenant. C'est-à-dire que là, on est à peu près là, on est sûr de ce qui se passe là, et on essaye d'unifier toujours les interactions dans l'approche réductionniste. Et pour unifier, il y a des gens qui travaillent, il y a une théorie qui s'appelle la théorie de la grande unification, donc en anglais c'est GUT. Et puis, la gravitation est toujours séparée, vous voyez, donc même si on arrivait à franchir cette étape-là, on aurait toujours la gravitation qui serait séparée. Alors, l'idée, ce serait d'unifier, alors là c'est le modèle standard de physique des particules. Donc on a ici l'électron, ici les quarks up et down qui sont les éléments qui vont constituer les neutrons et les protons dans le noyau atomique. Et puis après on a d'autres générations de particules élémentaires qui sont les quarks, donc ça c'est le charme et l'étrange, ça c'est la vérité, truth, et ça c'est la beauté, ou top et bottom. Et puis là, ce sont les muons. Donc ça, ce sont les leptons. Alors leptons, parce que ce sont des particules plus légères que les quarks. Donc en grec, ça veut dire léger ou débile. Et puis là, on a les neutrons. Et ces particules qu'on voit là, ce sont ce qu'on appelle les bosons de jauge. Donc il y en a un qu'on connaît bien, c'est le photon ici, qui est le boson, la particule médiatrice de l'interaction électromagnétique. Et maintenant, donc, l'idée c'est, si on arrivait à unifier tout ça avec la gravitation quantique, on aurait la théorie du tout. Ouais. Et donc, d'après cette approche, on est à 2 étapes de tout comprendre. Alors, est-ce que c'est vraiment vrai? Ben non, c'est pas vraiment vrai, parce que, en fait, ce que fait l'approche réductionniste, c'est elle nous dit quelles sont les briques élémentaires. Mais après, une fois qu'on a les briques élémentaires, il faut travailler avec. Et ça, c'est un peu moins médiatique. Par exemple, et ce que disait, ça c'est un papier qui a 50 ans cette année, c'est More is Different de Phil Anderson, qui est mort l'année passée. C'était un prix Nobel de physique. Et ce que disait Anderson, c'est que dans toute science, on va avoir des briques élémentaires qui sont issues d'autres sciences. Et par exemple, si on prend la physique des particules, ça va nous servir de briques pour bâtir la physique des solides ou la physique à n corps. Et puis cette physique à n corps, elle va servir de brique élémentaire pour bâtir une autre science qui s'appelle la chimie. Puis les lois de la chimie vont servir de brique élémentaire pour bâtir une autre science fondamentale qui s'appelle la biologie moléculaire. Puis la biologie moléculaire va servir de brique élémentaire pour la biologie cellulaire, etc. Puis à la fin, le dernier niveau de complexité, si on peut l'atteindre, eh bien, ce sont les sciences sociales. Voilà. Donc tout ça s'empile et s'imbrique les uns dans les autres, et chaque élément, d'après Anderson, se sert des briques élémentaires fournies par l'élément précédent. Donc en fait, il n'y a pas de hiérarchie de quelque chose qui est plus fondamental qu'une autre. C'était le message que voulait envoyer Anderson à l'époque. Et donc, des fois, on est moins médiatique. Et est-ce que vous connaissez ces 3 personnages-là? Alors, ces 3 personnages-là, ils étaient beaucoup moins médiatiques que Stephen Hawking, mais ils ont eu, je pense, une influence beaucoup plus importante sur notre vie directe de tous les jours que Stephen Hawking. Alors, on a ici John Bardeen, qui a eu 2 prix Nobel de physique. Alors, on va voir pourquoi le premier et pourquoi le second. William Shockley, et William Shockley, on en reparlera tout à l'heure. Et puis Walter Brattain. Et ces 3 personnes, là j'ai un extrait du journal Le Monde de 1956, et donc ils ont obtenu le prix Nobel pour leurs travaux sur les transistors basés sur les propriétés des semi-conducteurs.
Ils ont travaillé sur des matériaux qui s'appellent des semi-conducteurs. Bien. Qu'est-ce que c'est que des semi-conducteurs? Bon. Alors, il se trouve qu'on aime bien classer les choses, et ben, il y a des choses qui sont faciles à classer. C'est qu'est-ce qu'un métal, qu'est-ce qu'un isolant, du point de vue électrique. Alors, pour savoir ce qu'est un métal ou ce qu'est un isolant, ben, on fait une expérience à 4 pointes, où on a 2 pointes extérieures, au travers desquelles on essaye de faire passer un courant qu'on connaît, un courant électrique qu'on connaît, et puis les 2 pointes intérieures vont nous servir de mesure de la tension. Et puis, comme on connaît le courant et on mesure la tension, on peut en déduire la résistance du matériau, donc sa propriété intrinsèque, là, ce qu'on appelle la résistivité, qui est représentée par cette lettre ρ. Et alors, dans les conducteurs, on a le cuivre, l'argent, l'or, etc., le fer. Ça a certaines valeurs qui sont très petites en ohms mètres. Et puis, dans les isolants, ben, ça a certaines valeurs qui sont beaucoup plus grandes en ohms mètres toujours. Et là, dans les isolants, on a par exemple le diamant, le verre, le plastique, etc. Alors, cette résistivité-là dépend de la température. Donc ça, c'est quelque chose qui a été vu assez tôt dans l'histoire, au début du XXe siècle, par un monsieur qui s'appelait Heike Kamerlingh-Onnes, où il a mesuré la résistivité ici en fonction de la température. Alors ce sont des degrés Kelvin, donc ici c'est le zéro absolu, et ici on est à moins 250 degrés Celsius. Et il a mesuré la température, le comportement du mercure, du platine, de l'or sous différentes phases. Et ce qu'on voit à peu près, c'est que, vous voyez, on a une croissance qui est, à chaque fois, c'est monotone et croissant. Et si on trace à peu près la même chose, donc la résistance rapportée à une résistance de référence qu'on appelle la résistance de Debye, en fonction de la température rapportée à une température qui est la température de Debye, pour l'or, le sodium, le cuivre, l'aluminium, le nickel, bah, en fait, toutes les courbes, elles collapsent, et on voit le même comportement, avec un comportement linéaire et croissant en fonction de la température. Et ça, c'est ce qui caractérise un métal. Bon, on a un métal. On a compris, dès le début du XXe siècle, ce qu'est un métal. Bon, très bien. Et puis, pour les isolants, bah, ils ont fait la même série de mesures. Et là, ce qu'on voit, alors là, c'est la résistivité toujours, mais c'est une échelle logarithmique en fonction de la température, cette fois en degrés Celsius. Donc, on monte jusqu'à 1000 degrés Celsius. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a quelque chose de décroissant et de fortement décroissant, parce que c'est une loi logarithmique. Enfin, là, on a une échelle logarithmique. Donc, la résistivité augmente linéairement dans le cas d'un métal, et puis elle décroît de façon en loi de puissance pour un isolant. Et puis, alors tout fonctionnait très bien, on avait les métaux, les isolants, tout le monde était content, et puis arrivent des gens qui mesurent des choses qui sont non monotones, c'est-à-dire la résistivité en fonction de la température. Là, on voit que ça décroît, puis là, ça se remet à croître. Là, ça décroît, ça se remet à croître. Bon. Alors là, ce sont des films de ZNO dopés au gallium. Bon, mais ça marche avec d'autres matériaux. Et donc, ça a un comportement un peu conducteur ici, puis un peu isolant ici. Donc, c'est à moitié des conducteurs, donc ce sont des semi-conducteurs. Et les semi-conducteurs, il y en a plusieurs. Il y a le silicium, le germanium, l'arsénium de gallium, etc. Et tout ça, ça peut être compris grâce à une théorie qui s'appelle la théorie des bandes. Et ça permet donc les applications, comme le transistor de Bardeen, Shockley et Brattain. Alors, la théorie des bandes, en fait, comment ça marche? Au début du XXe siècle, il y a eu l'avènement de la mécanique quantique où on a compris comment les électrons s'arrangeaient au sein d'atomes isolés. Alors, pour l'atome d'hélium, c'est facile, on peut faire le calcul au tableau. Pour les autres atomes, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a plus d'électrons. Mais ce qu'on sait, c'est que là, j'ai un axe d'énergie et j'ai certains niveaux discrets qui sont les niveaux électroniques ou les orbitales atomiques, si vous préférez. Et si je mets dans un matériau, je vais avoir plusieurs atomes ensemble, très proches les uns des autres. Donc, je vais avoir des niveaux d'énergie qui vont commencer
un électron va pouvoir sauter d'une orbitale d'un atome 1 vers l'atome 2, puis de l'atome 2 vers l'atome 3, puis de l'atome 3 vers l'atome 4, etc. Les électrons, certains électrons peuvent comme ça bouger, et on a ce qui s'appelle une hybridation de ces orbitales atomiques qui va former des bandes. Alors, en fait, les bandes, elles se forment pas, c'est pas les bandes que j'ai dessinées ici de toutes ces couleurs, parce que comme on a une structure périodique, ben en fait, il est plus facile de traiter les structures périodiques en faisant ce qu'on appelle une transformée de Fourier pour pouvoir faire une analyse. Donc, si on fait une transformée de Fourier, ben on obtient des bandes, et pour le silicium, ben c'est à peu près cette tête-là. Donc ici, on a les niveaux d'énergie, et puis on a les bandes électroniques, là. Voilà, des bandes qui ont une certaine dispersion dans l'espace énergétique. Et alors, après, ces bandes d'énergie, elles sont occupées par des électrons. Alors, je commence par peupler les bandes les plus basses en énergie, et puis pour le silicium, à 0 Kelvin, au zéro absolu, ben, il se passe à peu près ça. C'est-à-dire les bandes du bas, là, sont toutes occupées, c'est les points bleus, et puis les bandes en haut, ben, elles sont vides. Alors, le problème, c'est que à très basse température, il se passe ça, et si je veux faire circuler un courant, c'est un déplacement d'électrons, ou un déplacement de charge. Là, dans les bandes qui sont complètes, c'est comme si j'avais un parking avec toutes les voitures, toutes les places sont occupées par les voitures. Bah, aucune voiture peut aller d'une place vers une autre. Sauf si j'ai un parking à étage. Et puis qu'à l'étage du dessus, bah, j'ai des places vacantes. Alors, si j'ai des places vacantes, bah, il y a une voiture qui peut aller à l'étage du dessus. Et alors, ça a un coût en énergie, hein, d'aller à l'étage du dessus. Donc, pour les électrons, pour aller dans la bande du dessus, la transition, elle peut se faire grâce à des excitations thermiques ou grâce à des excitations. Alors, ici, en l'occurrence, c'est une excitation à la fois thermique et optique, mais ça peut être aussi grâce à des excitations optiques, c'est-à-dire on envoie de la lumière, et puis la lumière promeut un électron de la bande qu'on appelle la bande de valence à la bande de conduction. Et maintenant que j'ai des places vacantes, bah, je peux avoir une circulation. Et donc, si j'ai circulation, eh ben, ça veut dire qu'il y a un courant qui peut passer. Donc, c'est ça un semi-conducteur. C'est à température non nulle, eh bien, je peux avoir des porteurs de charge dans la bande de conduction, et ces porteurs de charge dans la bande de conduction, ben, ils peuvent se déplacer, donc il y a un courant qui peut passer. Bien. Alors on comprenait tout, les métaux, les isolants, les semi-conducteurs, sauf que Bardeen bloque sur un vieux problème de toujours ce monsieur, Kamerlingh-Onnes, qui date de 1911. Quand il a fait ses mesures de résistance en fonction de la température, là, on est en degrés Kelvin, donc on est à moins 269 degrés Celsius, à peu près. Ce qu'il a vu, c'est que, bah, on avait bien le comportement croissant au-delà de 4 Kelvin, et puis au voisinage de 4,2 Kelvin, boum, la résistance tombe, et ça va à 0. Et donc là, on n'a plus de résistance. Alors lui, il marque 10-5 ohms, parce qu'à l'époque, il n'avait pas de résolution suffisante. Donc en fait, il savait que c'était inférieur à 10-5, mais il n'était pas sûr. En fait, c'est vraiment 0. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe ce qu'on appelle une transition de phase. Une transition de phase, on sait tous ce que c'est. Exemple, la transition, je prends de l'eau à température ambiante, je descends la température, et à 0 degré Celsius sous pression ambiante, ben, j'ai des cristaux qui commencent à se former, j'ai une phase solide, et donc j'ai des glaçons. Ça, c'est la structure de la matière change. On passe d'une phase désordonnée, où j'ai des molécules d'eau qui sont partout et qui occupent tout l'espace, à une phase ordonnée, qui est la phase solide,
où les molécules d'eau occupent des sites bien précis pour former un cristal. Et donc ça, c'est une transition structurale. Eh bien, ce qui se passe pour le mercure à 4 Kelvin, c'est la même chose, sauf que la structure ne change pas. On a toujours du mercure solide, mais ce mercure solide passe d'une phase métallique à une phase supraconductrice. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une réorganisation des électrons dans le matériau. Les électrons ne se comportent plus comme s'ils étaient des électrons seuls, mais ils vont s'apparier 2 à 2. Alors, ils s'apparient 2 à 2, et c'est donc Bardeen, Cooper et Schrieffer, donc là, qui ont eu le prix Nobel pour ça, pour la théorie BCS, donc Bardeen, Cooper, Schrieffer. Alors, ils l'ont trouvé en 57, ils ont eu le prix Nobel en 72, et ils ont montré qu'en fait, on avait affaire à un problème à n corps, dans lequel, eh bien, le réseau d'ions se déforme au voisinage d'un électron qui porterait la charge et qui serait conducteur. Comme il se déforme, ce réseau d'ions, eh bien, quand l'électron va partir, il va avoir une densité de charge plus, beaucoup plus importante ici que dans le voisinage là. Donc, l'électron voisin va être attiré et on a appariement de ces 2 électrons ensemble. Alors, on a un appariement qui ne concerne pas uniquement les charges, parce qu'il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit, c'est que les électrons, non seulement ils portent la charge électrique, mais ils portent aussi un moment magnétique intrinsèque. Donc, ce sont des petites, on peut les voir de façon classique comme des petites boussoles. Et cette petite boussole, elle peut pointer soit sud-nord, soit nord-sud, up ou down. Et donc, on a ici un état magnétique particulier qui s'appelle un état singulaire. Et cet état singulaire, en fait, forme une nouvelle quasi-particule qui est d'un nouveau caractère, qui n'est pas du même caractère que les électrons. Les électrons font partie d'une grande famille qu'on appelle les fermions, du nom d'Enrico Fermi, comme on l'a vu précédemment. Là, cette quasi-particule, la paire de Cooper, fait partie d'une autre classe de particules qu'on appelle des bosons. Et les bosons, ils ont la particularité de pouvoir tous occuper la même case quantique, et il se forme un condensat de Bose-Einstein. Et ce condensat de Bose-Einstein, eh bien, fait que tous les électrons vont coopérer et vont pouvoir conduire l'électricité sans résistance. Et il y a une importance du magnétisme là-dedans, parce que vous voyez, ça ne s'apparie pas n'importe comment. Il faut que, en fait, on ait un moment global qui soit 0. Alors, j'ai une expérience à vous montrer pour vous prouver que c'est très important le magnétisme dans cette affaire-là. Ici, j'ai un rail d'aimant et j'ai un matériau qui est un matériau. Alors, il faudrait qu'on puisse éclairer. J'ai un matériau qui est une céramique qui s'appelle tritium, barium, cuivre, oxygène. Et ce matériau, il a une transition métal isolant, mais pas à 4 Kelvin parce que c'est trop froid. Pour le voir, il faut de l'hélium liquide. Lui, il a une transition qui est à 100 Kelvin. Donc, c'est que moins 170 degrés, c'est beaucoup plus chaud. On appelle ça les hautes températures. Donc, quand il est à température ambiante, c'est un métal. Et si je le mets sur, a priori, il n'aurait pas de propriété magnétique particulière. Si je le mets sur des aimants, ben, il ne se passe rien. Voilà. Alors, il faudrait le refroidir, mais il faudrait le refroidir à moins 100 degrés. Alors, il nous faut de l'azote liquide. Alors, donc si on prend de l'azote liquide,
Alors, j'ai le même matériau à l'intérieur. J'ai le même matériau ici à l'intérieur de mon isolant, de mon récipital. Et puis, je vais refroidir. Alors, si je mets ici, donc ça ne sert à rien. Alors, ça coupe parce que ça s'évapore instantanément. Et puis, il faut attendre que ça refroidisse. Alors, il est quasiment 1 heure pour le faire moléculaire avec voilà, on commence à avoir les températures assez. Et donc, il se passe un truc intéressant, c'est que le matériau qui n'avait pas de propriété magnétique a priori particulière, eh bien, quand il a passé la transition, et là maintenant il est dans son état supraconducteur, ce matériau expulse les lignes de champ, on a affaire à un diamagnétique parfait, et ce diamagnétique parfait fait que, comme il expulse les lignes de champ, quand je le mets sur un circuit qui est constitué d'un champ magnétique, en fait, parce que ce sont des aimants au néodyme, eh bien, il est prisonnier de ce champ magnétique, mais au-dessus. Il évite au-dessus du champ magnétique. Donc, on peut là, comme ça, s'amuser avec, il repassera pas, il se réchauffera pas, eh bien, il va l'éviter comme ça, et on n'a que les frottements de l'air qui le retiennent. Bien. Donc, alors, ça, on peut le comprendre également. Alors, c'est assez... là, le temps file, alors je vais peut-être pas l'expliquer, mais on peut le comprendre. Il s'agit en fait d'une brisure de symétrie, Donc, on a affaire à une réduction, on passe d'une symétrie... en fait, on a certaines excitations qui ne coûtent pas d'énergie. On est dans un potentiel qui est comme ça, comme un chapeau mexicain. Et on a certaines excitations qui ne coûtent pas d'énergie. On appelle ça des bosons de Goldstone. Et puis quand on rajoute un champ magnétique, on a une partie supplémentaire qui vient. Et donc on est prisonnier dans un coin ou dans un endroit du chapeau. Et donc pour faire une excitation, on est obligé de monter. Et donc ce sont des excitations qui coûtent de l'énergie. Et ça s'appelle le phénomène de Higgs. Et c'est ce qui donne une certaine rigidité au système et ce qui fait qu'il expulse le champ magnétique. Donc cet effet-là, ça s'appelle l'effet Meissner. Donc on a vu que si on va vers des conditions extrêmes de température ou de pression, eh bien la nature de la physique dans les matériaux va changer. Et maintenant, que se passe-t-il si au lieu de changer la température et la pression, je réduis la taille du matériau? Alors, prenons quelque chose qu'on connaît bien. On va prendre un réseau, un matériau cristallin, donc un réseau d'ions. Donc sur chaque nœud là, il y a, imaginons, qu'il y ait un ion, par exemple, un ion fer. Et chacun de ces ions fer porte un moment magnétique, donc une petite boussole, si vous préférez. Et ce qui se passe, c'est que vous savez que quand vous prenez par exemple des morceaux ferreux, vous avez des fois des morceaux ferreux qui sont aimantés, qui ont une certaine aimantation. Donc si toutes ces petites boussoles sont alignées, globalement alignées, vous avez en fait un matériau qui est aimanté, ce qu'on appelle un ferro-aimant. Un ferro-aimant, il a une certaine aimantation, donc si je fais la somme là des flèches bleues, des petites flèches bleues, j'obtiens une aimantation globale qui est la grosse flèche bleue. Très bien. Maintenant, si je
j'ai cet aimant-là et j'augmente la température. Ce qui va se passer, c'est que toutes ces petites flèches-là vont être excitées thermiquement. Et donc, il se passe que cette excitation thermique fait que si vous faites la moyenne, si vous essayez de faire la moyenne, là, ben vous allez obtenir 0. Donc, on est ce qui s'appelle dans une phase paramagnétique. Donc, si vous prenez un aimant, vous le chauffez, eh bien, au bout d'un moment, il va perdre son aimantation à une température qui s'appelle la température de Curie. Ça, c'est ce qui se passe pour un aimant que vous avez à la maison. Vous le prenez, vous le chauffez, vous essayez de le recoller sur le frigo, ça ne marchera pas. Et cette température, dite température de Curie, elle dépend du matériau et elle dépend notamment du nombre de voisins qu'a chaque site. Donc là, par exemple, là, cette flèche-là a 1, 2, 3, 4 voisins, 4 proches voisins. Quand je réduis la taille d'un matériau, prenons par exemple un cube de côté A. Un cube de côté A, son volume varie comme un A au cube. Mais sa surface, c'est 6 fois la surface d'un côté, donc 6A carré. Alors, on peut tracer la surface et le volume en fonction de A. Et on voit que si on est aux très petite taille, ben les deux courbes se croisent et la surface est prépondérante par rapport au volume. Ça, d'une part. Mais d'autre part, si je prends, là, disons que ce sont des atomes. Si je prends un atome qui se trouve au centre, ben un atome au centre, il a 6 voisins. Un en dessus, un en dessous, un devant, un derrière, un à gauche, un à droite. 6 voisins. Si j'en prends un sur le côté ici, ben sur le côté, il lui manque un voisin, donc il n'y en a plus que 5. Si j'en prends un sur une arête, ben, il lui manque 2 voisins, donc il en a plus que 4. Si j'en prends un au sommet, il n'y a plus que 3 voisins. Donc, non seulement on a un effet de la surface, mais on voit aussi que cet effet de la surface va nous couper des liaisons chimiques, et donc va nous couper d'un certain nombre de voisins et d'une certaine cohésion qu'on pouvait avoir, et qui était notamment responsable de la température de transition. Donc en fait, la température de transition, là on voit l'aimantation en fonction de la température pour du nickel. Alors, pour du nickel massif, donc là on voit on a une belle transition, et puis on diminue la taille des nanoparticules, donc 114 nanomètres, 80, 45, 23, et on voit en fait que la température de transition, alors on la voit mieux sur ce schéma-là, et ben elle tend à diminuer. En fait, il va arriver un moment où on ne pourra même plus parler de transition. La transition n'est même plus bien définie si on va vers des nanoparticules très petites. Et alors, ça, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça va faire? Alors, aux deux extrémités de notre diagramme de température, on a toujours un matériau qui peut être ferromagnétique, à basse température. On a toujours un matériau qui, à haute température, va être paramagnétique, donc sans aimantation. Et puis, il y a une zone. Alors, oui, bon, je me suis trompé. Il y a une zone ici intermédiaire qui va être ce qu'on appelle super paramagnétique. C'est-à-dire que tout à l'heure, on voyait que les excitations thermiques, ça tournait un peu dans n'importe quel sens, et puis c'était désordonné. Mais ici, vous avez un retournement global, en fait, de l'aimantation. Donc l'aimantation, elle tourne de façon globale, et vous pouvez avoir comme ça un retournement de l'aimantation. Et elle se retourne sous l'effet des fluctuations thermiques ou des petites variations que vous pouvez avoir apportées par les énergies extérieures. Donc cette aimantation se retourne très facilement. Et qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors, on peut en faire ce qu'on appelle l'hyperthermie magnétique. L'hyperthermie magnétique, c'est la conversion d'énergie électromagnétique en chaleur à des très petites dimensions. C'est-à-dire, vous prenez des nanoparticules, ici, qui sont des oxydes de fer. Alors là, la taille, là, c'est 200 nanomètres, cette barre blanche.
Donc ça signifie que vous avez des nanoparticules qui sont de quelques nanomètres. Et chacune porte un moment magnétique, et puis vous la soumettez à un champ magnétique alternatif. Alors, si vous soumettez une boussole à un champ magnétique, bah, elle suit le champ magnétique. Bah, là, les nanoparticules, elles font la même chose. Elles suivent le champ magnétique et l'aimantation, ici, se retourne. Alors, elle se retourne d'une certaine façon en formant des hystérésis. Voilà. Ça veut dire que votre matériau absorbe de l'énergie électromagnétique. S'il absorbe de l'énergie électromagnétique, à un moment ou à un autre, il faut qu'il y ait conservation de l'énergie. Donc, il doit rendre cette énergie. Et il la rend sous forme de chaleur. Il la dissipe sous forme de chaleur. Donc, vous allez avoir une dissipation, là, dans le voisinage, une augmentation de la température locale. Alors ça peut être intéressant, par exemple, si vous avez un problème avec des cellules à tuer, mais vous ne voulez pas tuer le voisinage, donc vous injectez les nanoparticules au bon endroit, vous mettez le bonhomme dans un champ magnétique alternatif, et vous avez une élévation de température très locale qui vous permet de tuer des cellules de façon ciblée, mais il faut contrôler vraiment très bien le profil de température pour faire ça. Et donc, pour contrôler très bien le profil de température, ben, il faut comprendre le rôle des interactions qu'il y a entre les particules, donc le fait global qui est des interactions, le fait que vous avez non-linéarité dans les processus impliqués, parce que si vous appliquez un champ trop élevé ou trop important, ou une fréquence trop élevée, ben vous allez avoir une réponse différente. Donc il faut comprendre tout ça, et c'est ce qu'on s'attache à faire avec des collègues de Sorbonne Université, de l'ICMPE de Thiers, d'une entreprise qui s'appelle Capteos, et on a un projet ANR là-dessus. Et donc, la collègue de Sorbonne Université, Isabelle Lisetti, elle synthétise des nanoparticules qui sont de la magnétite, des oxydes de fer, de différentes tailles et de différentes concentrations pour qu'on puisse étudier ça de façon systématique. Alors, on voit qu'on peut contrôler la conversion d'énergie aux très petites tailles, passer donc d'une énergie électromagnétique à une énergie sous forme de chaleur. Mais est-ce que les nanoparticules peuvent être utiles pour le solaire? Parce que au départ, je vous ai dit à procédé matériaux énergie solaire. Alors la réponse, naturellement, est oui. Revenons, par exemple, à la structure de bande du silicium qu'on avait tout à l'heure. Si vous avez des panneaux photovoltaïques chez vous, bah, ce sont ils sont à base de silicium, vraisemblablement, et donc vous avez ce qu'on appelle un certain gap semi-conducteur, c'est-à-dire vous devez promouvoir des électrons de la bande, on a dit, de valence à la bande de conduction si vous voulez qu'il se passe quelque chose, et cette différence d'énergie-là, elle est de l'ordre de 1 électron-volt. Alors, si vous regardez, et là on retrouve M. Choclet de tout à l'heure, le rendement d'une cellule en fonction donc des photons qui arrivent et donc du gap du semi-conducteur, eh bien vous vous rendez compte que le silicium ici, il devrait avoir un rendement à peu près de 30%. Et donc vous voyez que tout ce qui est dans le spectre visible, là on a le rouge jusqu'au violet, ce sont des photons qui ont une énergie supérieure à l'énergie du gap, donc ils sont susceptibles de faire des promotions de la bande de conduction à la bande de valence. Donc vous pouvez tous les récolter, ceux-là. Sauf que, il y a un proverbe qui dit « qui trop embrasse mal étreint », et c'est vrai aussi en physique, c'est-à-dire que si vous récoltez des photons de trop haute énergie, eh bien, tout ce qu'ils vont faire, c'est chauffer votre matériau et détruire votre rendement. Et donc, le but, ce serait de récolter le maximum de photons avec une énergie proche du gap. Donc ici, des photons plutôt rouges. Ça ne sert à rien d'aller chercher dans le bleu. Et alors, il y a des technologies qui existent depuis des lustres, mais les gens ne savaient pas, qui permettent d'exalter certaines couleurs. Là, par exemple, vous avez plutôt l'exaltation du bleu, puis si vous regardez sous une autre incidence, vous avez plutôt une exaltation de la couleur rouge.
Et si on regarde ce qu'il y a dedans, ben on voit qu'il y a des dépôts de nanoparticules de métaux nobles, or, argent, cuivre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, prenons une nanoparticule, ça c'est une nanoparticule d'argent. Et dans une nanoparticule d'argent, ben, vous avez des électrons qui se déplacent librement et qui interagissent pas trop entre eux, qui interagissent pas trop avec le réseau. Et on appelle ça un gaz d'électrons. C'est pas un vrai gaz, mais ça se comporte comme un gaz. Et si on vient exciter ce gaz d'électrons avec un rayonnement électromagnétique extérieur, c'est-à-dire avec la lumière, eh bien, on va mettre en résonance ce nuage, ce gaz électronique. Donc, en fait, on a vraiment un phénomène de résonance qui, à une longueur d'onde particulière, va exalter les propriétés. Alors, on arrive bien à comprendre ce qui se passe pour une nanoparticule sphérique isolée. C'est-à-dire, pareil que tout à l'heure pour l'atome isolé, on comprend très bien, il y a des niveaux d'excitation qui sont des niveaux discrets et on comprend très bien et on arrive très bien à les calculer. Par contre, quand on met les nanoparticules ensemble, parce qu'on arrive rarement à isoler les nanoparticules, puis ça ne servirait pas à grand-chose, eh bien, ce qui se passe, c'est que on va avoir, par exemple, là, ce sont des nanoparticules qui ont été, qui sont dans une matrice en polymère. Là, c'est de l'or sous diverses concentrations, et puis là, c'est de l'argent. Donc l'argent, vous voyez, c'est plutôt jaune, et l'or, c'est plutôt rose. Ça ressort, ça exalte certaines longueurs d'onde qui sont différentes. Et alors, que se passe-t-il si maintenant, au lieu de faire un dépôt un peu anarchique, où on a des nanoparticules n'importe comment, si on arrivait à contrôler le dépôt, c'est-à-dire faire un réseau de nano-objets, alors on peut avoir des disques, on peut avoir des espèces d'ellipses, là, ou des bâtonnets, des flocons, et puis là on voit que c'est bien arrangé, et c'est les collègues de Barcelone qui ont fait ça, et on voit, alors c'est le même matériau, hein, c'est à chaque fois de l'or, mais on voit que là ils ont calculé quelque chose qui s'appelle la section efficace d'extinction, en fonction de la longueur d'onde des photons. Et on voit que ça n'a pas la même empreinte. Ça se ressemble pas. Donc, ça a beau être le même matériau, le fait que ce soit organisé avec des formes différentes, eh bien, ça change les propriétés optiques qui ressortent. Donc, on peut travailler sur différentes longueurs d'onde. Et alors, pour comprendre ces effets collectifs, ben, il faut faire pareil que tout à l'heure pour la théorie des bandes. C'est-à-dire essayer de comprendre comment les niveaux d'énergie de chaque particule isolée va interagir avec les particules voisines, va s'hybrider, et donc il faut essayer de comprendre ces spectres d'excitation. Et ça, c'est un des objectifs de la thèse qu'Olivier Masset, qui est dans la salle, vient de commencer, et qui est financée par le LABEX. Et donc, pour conclure, eh bien, on a vu que les nanoparticules, ça n'a pas les mêmes propriétés que les matériaux massifs. Pourquoi? Ben parce qu'il y a des effets de forme, de taille, de surface très importants. Et on a vu également que quand on les met en assemblée, ou quand on met les choses en assemblée, c'est vrai pour les nanoparticules, mais c'est vrai pour d'autres choses, on a d'autres propriétés qui émergent que les propriétés intrinsèques aux matériaux. Il y a des phénomènes beaucoup plus complexes. Là, on l'a vu, par exemple, sur les propriétés optiques. On n'a pas les mêmes propriétés optiques si on regarde la nanoparticule isolée ou si on regarde l'assemblée de nanoparticules. Pour les particules magnétiques, c'est la même chose. On a les propriétés intrinsèques et on a les propriétés collectives qui peuvent éventuellement être concomitantes ou rentrer en compétition. Et je vous ai donné deux exemples, un exemple pour la santé et un exemple pour l'énergie, et ce sont nos biens communs. Donc après, je pense qu'on va parler de ça. Je vous remercie pour votre attention et je remercie également les membres de la thématique au labo. Je remercie plus particulièrement Noémie Barros, Roland Bastardis, Jean-Louis Desjardins, qui est à la retraite maintenant, Amit Keshkeshi,
qui sont au labo et avec qui on travaille plus régulièrement ensemble. Isabelle Liziecki qui est à Monaris à Paris, à Sorbonne Université, et Vincent Russier qui est à l'ICMPE à Thiers. Voilà. Et je remercie l'AMR et de l'ABEX. Je vous remercie. Oui. Ça marche? Oui, bien sûr. Et la question de la lumière, etc. Est-ce que tu peux mettre la diapositive d'avant? Oui, bien sûr. Voilà, donc je t'envoie la balle. Quelle serait l'application, quelles seraient des applications concernant notre santé, par exemple? Ah ben, pour la santé, c'est clair. C'est-à-dire, imaginons malheureusement que cet homme ait des cellules malignes dans son organisme. L'idée, ce serait d'injecter ou d'avoir un processus qui va faire que les nanoparticules de magnénite vont aller dans le voisinage de ces cellules malignes. On met le bonhomme dans un champ magnétique alternatif, ça augmente la température, localement, très localement, de quelques degrés, il n'y a pas besoin de beaucoup. Les cellules dans le voisinage maligne sont tuées, pas les autres, qui sont plus loin. Donc on a quelque chose qui est beaucoup plus contrôlé, ciblé, et qui, après, les nanoparticules d'oxyde de fer, elles s'envoient par les voies naturelles. Donc ça, c'est une application. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a quelqu'un qui a levé la main, qui est ton doctorant, c'est ça, que tu as nommé? Vous avez des questions ou des observations? Oui. Merci François pour cette superbe présentation. Juste une question pour les nanoparticules qu'on a identifiées dans les vitraux des églises. Est-ce qu'on sait comment elles ont pu être présentes à cette époque-là, des siècles en arrière? J'y étais pas. J'ai aucune idée. En revanche, il y a donc des mesures qui ont été faites de rammant, des mesures rammant sur place, in situ, par une équipe toujours du laboratoire Monaris de Sorbonne Université. C'est Philippe Colomban, et ils ont montré qu'il y a des traces de métaux nobles, argent, cuivre notamment. Je me rappelle plus s'il y a de l'or, mais argent, cuivre, il y a. Après, comment c'est à l'intérieur et comment faudrait découper les cristaux et puis les passer au DRX, je pense que oui. À mon avis, les gens ne seront pas d'accord. Les historiens de l'art, peut-être, qui pourraient répondre. Je ne sais pas. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Tu aussi? Oui, juste une petite. Là, tu parles de nanoparticules en vrac, je dirais. Bon, ça a l'air faisable. Mais après, la réorganisation que tu as montré après, en ligne d'abeille, tout ça, ça doit être hyper complexe à faire. Est-ce que ça vraiment est-ce que ces genres de réorganisation... Alors, ça, c'est pas des nanoparticules. Hein. Ça, ce sont des nanostructures qui sont pas des particules. En fait, c'est de la lithographie. D'accord, ok. Donc, tu vois d'ailleurs, les tailles sont différentes. Hein. Tout à l'heure, on était à quelques nanomètres pour les nanoparticules de diamètre. Ici, on est à 500 nanomètres ou de l'ordre de quelques centaines de nanomètres. Donc, c'est différent. D'accord. Mais ça a un intérêt qui est de pouvoir mieux contrôler, par exemple, la sélectivité, non pas, alors spectrale en partie, et puis directionnelle surtout. Merci pour l'exposé. C'était par rapport aux non-linéarités que tu mentionnais sur la diapositive d'avant, du coup. Qu'est-ce qu'elles génèrent, quels sont les problèmes qu'elles engendrent? Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît? Oui. Alors, il y a plusieurs choses. Si on veut aller vers une application, par exemple, comme l'hyperthermie pour les traitements,
il y a des gens qui sont, je pense des médecins, qui ont dit bon ben il faut pas que le champ extérieur, la valeur du champ en Tesla H0, et puis multiplié par la fréquence, dépasse un certain seuil. Alors, on a montré que oui, ça c'est vrai, si on reste dans des limites, par exemple, où la fréquence n'est pas trop élevée, où le champ n'est pas trop élevé. Parce que en réalité, donc si on reste dans des limites linéaires, si on garde, par exemple, une fréquence basse, mais qu'on augmente très fortement le champ, on va avoir un effet non linéaire sur le champ, et puis on va avoir, en fait, dans ce critère d'arrêt, d'arrêt à H0 fois F égale, je sais plus, 10 puissance 14, ou je sais plus, eh bien, il devient faux parce qu'en fait, c'est juste un développement qui a été tronqué. Un autre problème qui est beaucoup plus qu'on peut plus facilement imaginer. Ici, tu vois, on a la courbe d'hystérésis. Alors, on va suivre la courbe noire ou la courbe rouge. On a la courbe d'hystérésis qui nous traduit le retournement de l'aimantation ou le chemin que suit l'aimantation quand on fait varier le champ. AC, extérieur, qui est ici. L'air qui est emprisonné dans la courbe, eh bien, on peut montrer que c'est proportionnel à la puissance qu'absorbe l'assemblée de nanoparticules. Si maintenant, je fais varier la fréquence et je monte à des fréquences très 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 élevées, eh bien, en fait, le champ magnétique, le moment magnétique, pardon, ne va plus pouvoir suivre. Ça suit plus. C'est-à-dire, c'est trop rapide. L'assemblée magnétique ne peut pas s'adapter au champ magnétique extérieur. Et donc, ça, c'est aussi un phénomène qui arrive quand on est à très haut champ, à très haute fréquence, et donc où, par exemple, le processus d'hyperthermie va être nul, va être tué. Donc, où il y a des effets de non-linéarité aussi, mais là, en fréquence. Non, mais c'est pour ceux qui sont à l'extérieur. S'il y en a encore. Il y a encore Noémie et Gaël. Alors, à ma connaissance, il y a déjà des essais qui ont été faits in vivo, mais sur des animaux. Voilà. Après, je suis pas médecin, je connais absolument rien à ce domaine, donc je sais pas après quelles sont les prochaines étapes. Mais il y a beaucoup de points, avant qu'on passe à ça, il y a quand même beaucoup de points déjà de physique à traiter. Il y a des points de physique qu'on comprend pas, pour pouvoir avoir un processus contrôlé. Non, c'est le bouton en bas rouge. Oui. Ah ben voilà, ça revient. Merci François pour ce très très beau exposé intéressant. Il y a une question qui c'est pas une, enfin, c'est peut-être une question de terminologie. Quand tu parles d'approche réductionniste, j'ai du mal à comprendre. Donc tu parles de plusieurs théories. Si j'arrive à revenir en arrière. Oui. Oui, tu parles donc de l'unification des théories partielles jusqu'à aller vers une théorie. Oui. Voilà, globale.
qui ne même pas ce Ah, pardon. Alors, non, c'est pas réducteur, c'est réductionniste. C'est-à-dire, on essaye de réduire le nombre d'interactions. Là, quand je commence un cours de physique, généralement, de première année, quand on commence un cours, on dit, on connaît 4 interactions fondamentales dans la nature. La gravitation, qu'on connaît tous et qu'on ressent. L'interaction électromagnétique qu'on voit parce qu'on est éclairé. Et puis après, l'interaction forte qu'on ressent aussi parce qu'on existe et que nos noyaux sont cohérents et puis sont stables. Et puis l'interaction faible qu'on espère pas trop ressentir parce que c'est la radioactivité bêta, donc on voudrait pas trop être proche de ça. Et l'idée de l'idée de l'approche réductionniste, c'est de grouper tout ça, donc de réduire en une seule interaction globale. Donc c'est en ça que c'est réductionniste. Mais ça veut pas dire réducteur, on est d'accord. Hein. C'est quelque chose de très très fondamental. Bon, merci pour cet exposé, cet effort pédagogique. Je ne dis pas que j'ai tout compris, mais quand même, j'ai suivi. Et bon, moi, il y a 2 choses qui me fascinent et qui m'intéressent. Une dont on va pas parler ici parce que c'est comment les sciences sociales peuvent essayer justement de mieux découper un élément pour prouver des choses, mais on ne peut pas en parler. Mais en entendant l'exposé, il y a un moment, excusez-moi, mais j'ai pensé aux séphirotes et j'ai pensé au principe de la mystique juive. Mmh. Alors là, la question, elle m'a séché. Hein. Comment cette méthode est transposable? Je sais pas. Ce que je en fait, ce qui s'est passé, je vais pas répondre à la question, hein, mais ce qui se passe et pourquoi on arrive à faire ces unifications, c'est parce que on arrive à accéder à des expériences avec, par exemple, des accélérateurs de particules où on va aller chercher vers des énergies plus élevées. Et comme on va chercher vers des énergies plus élevées, il va y avoir des nouveaux phénomènes ou des nouvelles résonances qui vont apparaître, donc des nouvelles particules, qui vont pouvoir nous permettre de comprendre, par exemple, que c'est comme ça que le modèle standard a émergé. On a vu émerger et il est où le truc? Voilà. Il y a des particules qui manquaient et on s'en est rendu compte par symétrie, en fait. Et pour aller les chercher, il a fallu aller vers d'autres expériences, plus haute énergie, etc. Mais l'unification
je pense qu'elle vient du fait, en tous les cas, il y a des faits expérimentaux sous-jacents qui montrent qu'il peut y avoir unification. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui s'est levé le matin. Maxwell, il s'est pas levé un matin en disant, j'ai l'électricité d'un côté et le magnétisme de l'autre, et puis hop, je vais mettre les deux ensemble. Non. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un autre monsieur qui s'appelle Ørsted, qui a fait des mesures, des expériences, et puis il a vu que l'électricité parle au magnétisme. Et l'un parlant à l'autre, eh bien, Maxwell et puis d'autres se sont dit, peut-être qu'on peut mettre tout ça dans une même théorie. Et puis c'est pareil, c'est ce qui s'est passé aussi pour le modèle standard. C'est-à-dire pour le modèle standard, l'idée, ça a été quand il y a eu donc ce tableau qui est apparu avec des trous dedans, et les gens se sont dit c'est quand même bizarre. Alors on a up-down, ça c'est clair. Après les quarks étranges et charmés ou vérité et beauté, ceux-là ils n'ont pas été vus tout de suite. Et donc pour pouvoir les voir, en fait, ils ont cherché des phénomènes expérimentaux. Et puis il y a la théorie qui est venue et qui a rationalisé tout ça avec notamment de l'algèbre de Lie, par exemple, et des choses comme ça. J'ai pas répondu à la question. En fait, c'est parce que vous avez une vision d'une structure où vous pensez qu'il y a une symétrie. Parce que quand tu dis il manquait, on les voyait pas. C'est le rapport, pas empirique, mais expérimentation et théorie qui, voilà. Oui, il y a un dialogue. Parce que, en fait, la physique est une science naturelle. Donc, notre théorie, elle a beau être la plus belle du monde, si elle décrit pas la nature, c'est qu'elle est fausse. Voilà. Et si ça marche, si ça décrit rien, c'est faux. Et il faut qu'il y ait ce dialogue. Et donc, il y a toujours ce dialogue entre théoriciens et expérimentateurs. Et je pense que Hamid, il peut répondre à cette question peut-être mieux que moi. Oui, ça marche. Ok. Donc, ce que je veux dire, il y a deux remarques, en fait. Quand on parle de la grande unification, c'est une chose. Et après, le principe de réductionnisme, c'est pas réduire, c'est pas enlever des choses. C'est au contraire, en fait. Donc, d'abord, pour l'unification, le but principal ou de départ, c'était les gens voulaient comprendre l'origine de l'univers. Voilà. Et on émet cette hypothèse que, sans rentrer dans le détail, est-ce qu'il y a plusieurs Big Bang ou est-ce qu'il y avait avant le Big Bang, ça c'est une autre discussion. Mais si on admet déjà cette idée qu'il y a eu à un instant t est égal à 0 le Big Bang, donc on pense qu'il n'y avait pas de structure. La matière n'était pas structurée. Il n'y a pas d'atomes, de molécules, de solides, de cristaux, etc. Donc il y a la lumière et des particules. Il y a un magma. Donc s'il y a un magma, et sachant que, donc ça c'est une chose, mais quand cette matière se structure, on va bien on va dégager l'électromagnétisme, on va dégager différentes interactions, différentes. T'es appuyé? Ouais.
Expliquer les choses avec des prix plus simples. Même si, quitte à en prendre plus. Donc, je le vois comme ça. Je ne sais pas si ça répond partiellement à ta question. Ah, ça oui. Alors, il y a des choses qui se ressemblent quand même fortement. Dans le sens où, ça va pas être là, en physique des hautes énergies, mais ça va être, par exemple, quand je suis arrivé là, voilà. Oui. En fait, là, chaque objet, chaque flèche, petite flèche, interagit avec les petites flèches voisines, d'accord? Et donc, on peut décrire chaque flèche dans son microcosme, la regarder localement, et puis regarder comment elle interagit avec ses voisins, etc. Et on va, nous, ce qu'il nous faut, c'est savoir comment l'orientation globale est bouger. Donc là, il y a le local, là, il y a le global. Mais pour passer du local au global, il y a des règles qui nous permettent de le faire. Oui, des lois d'échelle. Pour passer du micro au macro. Il y a par exemple toute une théorie qui s'appelle le groupe de renormalisation, qui nous dit que plutôt que de voir qu'une petite flèche interagit avec ses petites flèches voisines, je vais plutôt prendre un groupe de 4 flèches qui interagit avec un autre groupe de 4 flèches. Puis après, je vais regarder encore à une autre échelle, et puis etc. Et donc, on a une série emboîtée comme ça. Et ça s'appelle le groupe de renormalisation. Et ça nous permet parfois de décrire certaines transitions de phase. Et ça marche bien. Donc, on peut partir de quelque chose de local, et puis regarder, renormaliser les interactions avec les voisins. Voilà.
En fait, elle l'est. Hein. Complexe. Oui. Entre parenthèses, là, on a repassé la production. Il s'est réchauffé. Il y a encore une question. Bonjour. Merci, Amine, à bientôt. En fait, je voulais demander par rapport au solaire. Oui. Voilà, les applications, est-ce qu'il en existe déjà ou bien c'est... Alors, oui, il y en a déjà une Béatrice, elle travaille dessus, par exemple, pour essayer de faire des couches anti-reflets ou pour essayer de faire des couches nanostructurées qui vont permettre d'optimiser l'absorption de certaines longueurs d'onde et pas d'autres. Donc ça, ce sont des choses qui existent déjà. Oui. Ouais, on a vu un cours en ce moment avec M. Kashkashi. Il nous a parlé de, c'est pas, cellules à concentration avec les nanos. Et bon, j'ai pas trop compris parce que bon, c'était au pif comme ça. J'aimerais avoir un peu d'explication comment ça marche. Comme ça, je sais pas. Ah ben je n'ai pas suivi le cours de Monsieur Kashkashi. Ah, non, il dit, en fait, il dit que ça existe en fait, ça existe, c'est des applications, voilà. Ça existe du coup, vraiment, mais il nous mais a après, donné, je veux pas en dire davantage. Oui, il est parti, il avait un cours, justement. Encore une question? Donc, merci encore. Merci bien. On te remercie infiniment. Merci.